Je vous propose que nous passions maintenant au dernier grand chapitre de notre institution, le chapitre dédié aux relations entre annonceurs et agences. Alors ceux qui me connaissent savent que c'est un petit peu mon dada. Il est possible que je m'emporte un peu. Elle me surveille, hein, d'accord ? Bon. On va traiter dans ce chapitre sur nos points de rencontre de 3 thématiques en fait. Une sur ce qui est fait en interne, ce qui est fait en externe. Une deuxième qui est comment se valorise le métier, et c'est évidemment très interlié. Et puis la dernière, comment se passe l'échange entre agences et annonceurs. Le premier point qu'on peut noter, c'est déjà qu'il y a quand même pas mal de recoupements de compétences. Si on regarde les métiers, les techniques de communication qui sont mobilisées par les annonceurs dans la région, on va noter déjà, premier point, une très nette progression des activités SEA, c'est-à-dire la pub digitale dans Google Ads, voilà, et des activités de vidéo. Donc ce sont clairement des liens qui sont des activités qui sont en lien avec la digitalisation des pratiques comme des profils. Le développement de la vidéo est très vraisemblablement lié au développement du community management et de la vidéo sur les réseaux sociaux. On note également que la plupart des outils sont très largement usés. Il y a une très bonne répartition de l'usage des outils par les annonceurs, avec bien sûr quelques métiers qui sont plutôt sur le bas de la pyramide, qui sont moins utilisés que d'autres, mais globalement, les annonceurs utilisent à peu près toute la palette des outils de communication qui sont à leur disposition. Ce qu'on observe également, c'est que certaines missions sont très nettement internalisées. Par exemple, les missions de création de contenu, de gestion des réseaux sociaux, de community management, la définition de l'offre, des positionnements marketing, par exemple, de travail sur la distribution, c'est évidemment très internalisé. La stratégie marketing et communication aussi, toujours. On l'avait déjà noté la première fois, avec un lien peut-être sur la qualité par exemple, des briefs, hein, pour ne pas divulguer ce qui va venir après. Les prestations de veille sont extrêmement internalisées, ce sont peut-être un peu répandues, en tout cas sont faites différemment. La satisfaction client-usager est également très internalisée, et évidemment les pratiques de mécénat, quand elles existent, sont essentiellement le fait des équipes internes. On a des métiers pour lesquels il y a au contraire une externalisation très nette. Par exemple, la création graphique ou le développement. Ce qui est assez logique, hein, puisque ce sont des métiers qui demandent des compétences certes très élevées, mais dont on n'a pas besoin forcément tous les jours. On a vu que des annonceurs envisageaient de se doter d'équipes de graphistes, donc il se peut que ce genre de choses puisse évoluer à moyen terme, évidemment on le suivra. On observe également une très nette externalisation de l'audiovisuel, c'est un métier qui demande, au-delà de la simple vidéo, des infrastructures de production. On n'est pas sur de la vidéo pour les réseaux sociaux, là, clairement. L'achat d'espace reste très externalisé, aussi bien l'achat d'espace traditionnel sur les médias à l'ancienne que sur le digital. La technicité de l'achat d'espace digital, probablement, l'usage d'outils, les frais d'abonnement, la difficulté à accéder à des sièges pour le programmatique, tout ça légitime probablement une externalisation de ces fonctions-là. On observe également que des métiers comme les études et sondages ou l'optimisation le SEO, l'optimisation de la recherche Google sur les sites des annonceurs sont aussi très largement externalisés. Et puis il y a l'entre-deux. Et c'est probablement sur l'entre-deux qu'il y a des difficultés qui risquent d'apparaître. L'entre-deux, c'est l'événementiel, par exemple les foires et salons. On a été assez impressionné de voir que c'est quasiment coupé en deux. La moitié des prestations sont internalisées, l'autre moitié est externalisée. C'est donc une partie du marché auquel les professionnels et les agents spécialisés n'ont pas forcément accès. Et évidemment, des gros acteurs qui vont avoir tendance, dans certains cas, à faire en interne parce qu'ils vont avoir les équipes. C'est également les métiers des relations presse et des relations publiques. Qui sont assez bien répartis entre interne et externe. On l'avait déjà observé lors de la précédente mesure. Le marketing direct, qui est également un peu réparti entre les deux, et le packaging. Et ça, il me semble que c'était un petit peu nouveau, qu'on l'avait peut-être pas mesuré la fois d'avant. Ah si, pardon, j'ai rien dit. Oubliez-moi. Alors, ça, c'est ce que prennent les annonceurs. Maintenant, regardons ce que proposent les agences en face, parce que c'est évidemment là qu'on va peut-être repérer des difficultés.
Quand on voit l'offre agence, on observe un possible, j'ai bien possible, décalage avec le marché. On a très haut, dans la plupart des agences, et en progression, des actions de communication institutionnelle, de communication d'image, de communication corporate. C'était déjà très présent dans la précédente étude, mais on était à 60% des acteurs qui le proposaient, on est maintenant à 77%. Or, ce sont des missions, la communication institutionnelle ou corporate, ou la communication d'image, qui relèvent beaucoup de la stratégie marketing-communication, qui, elle, est très internalisée. Donc là, il y a peut-être un premier point sur lequel il peut y avoir un décalage. On observe également que beaucoup d'agences proposent du marketing stratégique. Un tiers des agences proposent du marketing stratégique dans leur panel d'offres, ce qui est très bien. Ça permet la montée en valeur de beaucoup de partenaires. Simplement, on a vu que c'était également là quelque chose que beaucoup d'annonceurs préfèrent faire en interne. Alors, est-ce que c'est en train de se caler? Est-ce que ce sont des choses qui passent de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a des évolutions possibles sur le moyen terme? On ne peut pas vraiment le dire. Les chiffres sur ce sujet-là sont relativement stables. En même temps, les compétences restent, donc on peut toujours le proposer, ça n'est pas un souci évidemment. On observe aussi beaucoup de communication interne, sachant que dans la communication interne, on va retrouver quand même pas mal d'outils qui sont susceptibles d'être internalisés de leur côté. La communication interne est un champ d'expertise, mais qui va mobiliser beaucoup d'outils qui, eux, peuvent être manifestement faits en interne. Ensuite, les autres prestations sont moins généralement répandues sur l'ensemble du marché. On peut quand même noter que le marketing direct, en partie peut-être parce qu'il est bien internalisé, que le marketing direct est nettement moins proposé par les agences aujourd'hui que dans la mesure précédente. On ne sait pas exactement pourquoi, pour être très honnête. Et on va avoir un certain nombre de prestations au-delà de ces offres générales qui est concentré évidemment, ça c'est ce qu'on vend, sur les prestations, sur les prestations les plus externalisées, à l'exception de la stratégie, des réseaux sociaux et de la production de contenu ou l'événementiel. Ces 4 métiers, stratégie, réseaux sociaux, production de contenu, événementiel, sont quand même des métiers sur lesquels il y a un petit décalage entre l'offre des agences et ce que les annonceurs internalisent, étant entendu qu'il faut probablement se mettre d'accord sur ce qu'on entend par chacun de ces métiers. Mais les réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui, sont quand même, et c'est un fait, de plus en plus internalisés. C'est une réalité du marché. Donc, ce que nous on s'est dit, c'est que ce rapport, cette rencontre entre les prestations internalisées et externalisées, on explique certaines difficultés qu'on a pu observer à valoriser, côté agence, un certain nombre de prestations. Sur ce slide, vous avez donc dans la partie jaune les prestations les plus vendues et dans la partie bleue les prestations les plus difficiles à valoriser, qu'on a le plus de mal à vendre ou à vendre au juste prix. Ce qu'on observe, c'est que des métiers comme la création graphique ou l'édition, qui sont sans véritable concurrence interne chez la plupart des annonceurs, sont à la fois très vendus et apparemment faciles à valoriser. Tant mieux. On observe que les missions de stratégie, elles, sont nettement plus difficiles à valoriser et qu'elles sont aussi beaucoup moins vendues, sauf quand on est un professionnel qui est très expérimenté. C'est assez logique, mais c'est intéressant de voir que la condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire malgré tout pour pouvoir vendre de la stratégie, c'est l'expérience. Et ça, il faut que du coup, les agences aient cette expérience visible, tangible, de la part de leurs clients, pour pouvoir vendre des prestations de stratégie, pour pouvoir les vendre avec une relative facilité. On observe également que le développement et les réseaux sociaux sont parfois durs à valoriser, mais aussi bien vendus. Surtout chez les gros opérateurs, ceux qui ont une certaine taille critique ou qui ont un scope international. Notre interprétation, c'est qu'ils sont probablement capables de justifier les agences qui sont capables de s'appuyer sur un réseau international, qui ont une certaine taille, sont capables de justifier de case studies, d'exemples de choses qu'elles ont pu mener pour d'autres clients ou à l'intérieur de leur réseau, et qu'elles sont capables de bénéficier d'effets de taille critique grâce à ça, qui rendent plus facile la vente sur ces sujets-là. Les RP, elles, sont apparemment à la fois fréquemment internalisées et difficiles à valoriser.
nous, notre interprétation, c'est que c'est vraiment justement le fait qu'elle soit fréquemment internalisée qui rend difficile à juger pour un annonceur de la valeur de la prestation quand elle est fournie par un professionnel. C'est à vérifier, notamment à vérifier en fonction des profils des professionnels qui ont des prestations de RP et relations publiques, relations presse, relations publiques. On n'a pas pu faire ce tri-là dans notre échantillon. Au global, les annonceurs et les agences ont une relation de qualité. C'est bien, c'est bien. Globalement, la relation de travail avec les prestataires s'est améliorée. Et les agences disent globalement la même chose. Elle s'est grandement améliorée pour 7%, bon, ok, mais elle s'est quand même visiblement améliorée pour 36% des annonceurs. En revanche, elle n'a pas évolué pour à peu près la moitié et elle s'est dégradée pour à peu près 10%. Donc on a plutôt une bonne relation de travail, on s'entend bien, c'est super. C'est super, mais quand on regarde un petit peu dans le détail de ce qui fait cette entente, on s'aperçoit qu'il y a des éléments un peu plus contrastés. Clairement, certains métiers vont vivre une meilleure expérience que d'autres, on va en reparler, et la dégradation des briefs est un sujet probablement préoccupant. Globalement, l'opérationnel se passe bien, c'est visible, on a une note supérieure à 7, ce qui est, dans ce genre de baromètre d'image, une note vraiment bonne. C'est un signe de la qualité, c'est un signe du sérieux des professionnels de la région. Le dialogue sur la création est correct, mais sans plus. Quand on regarde les chiffres, on voit que pour la moitié des professionnels, les notes vont être supérieures à 7, et pour une autre moitié des professionnels, elles vont être en revanche inférieures à 7, entre 5 et 6 pour une grande partie. 5 et 6, ça commence déjà à être des notes pas terribles. Donc là, ça commence à se dégrader un petit peu. Ça reste positif, mais ça commence à se dégrader. La qualité des débriefs, notamment en fin de mission, ça se dégrade encore un petit peu plus, notamment, à l'exception, des professionnels des relations presse, relations publiques. La visibilité peut-être de leur rapport aux marques par les parutions presse, etc., permet peut-être d'obtenir de meilleurs débriefs, d'avoir une meilleure relation sur ce moment-là de la relation, de la coopération. En revanche, pour le reste de la profession, c'est un petit peu plus dégradé. Un autre point sur lequel on observe une dégradation significative, puisqu'on était à 6,2 il y a 2 ans et qu'on est maintenant à 5,8, c'est-à-dire comme une bonne baisse, c'est l'équilibre de la discussion sur les tarifs. Alors, ça, on l'observe globalement, mais notamment un peu plus dans les métiers du PAC, de l'édition. Ça a été un indice, on s'est demandé si ça pouvait pas être, parce que ces métiers-là sont un peu plus soumis au développement de la fonction achat chez certains annonceurs professionnels, et que ce sont des métiers, le PAC, l'édition, sur lequel la fonction achat rentre en général en premier dans le scope de communication. Également au fait que le métier est très technique face à des annonceurs qui sont peut-être un peu juniors sur leur utilisation et qui savent pas forcément comment bien les mobiliser, ou qui savent pas en évaluer le prix. Peut-être également le développement de plateformes qui, via notamment Internet, permettent d'avoir des prix sacrifiés. Parfois, évidemment, on dépend d'un certain nombre d'éléments de qualité, comme peut-être la RSE ou l'environnement. Mais c'est intéressant de voir que ce sont sur ces domaines-là où ces plateformes sont le plus développées qu'on observe le plus de tension sur la discussion autour des prix. Et puis également, ce sont des métiers qui, au cours des dernières années, ont étendu leur champ d'activité en intégrant des fonctions de conseil, dans beaucoup de cas, et qui ont peut-être plus de mal à les valoriser. C'est des hypothèses que l'on émet. Donc c'est un signal d'alarme qui n'est pas à négliger parce que globalement la situation des professionnels est fragilisée et voir une détérioration de la discussion sur les tarifs après ce qu'on s'est dit avant sur le potentiel d'attractivité du métier et les enjeux auxquels il est confronté est quand même quelque chose de potentiellement inquiétant. Et puis enfin les briefs. Alors les briefs, déjà la dernière fois, je me souviens la dernière fois j'avais dit que la note qu'on avait sur les briefs, 5,4, c'est en gros celle qu'on donnerait à Hitler. Là, franchement, celle qu'on a maintenant, je sais pas ce qu'on pourrait prendre. Sauron, peut-être, ouais. Enfin, c'est une catastrophe. 5 en moyenne. Une note de 5 sur 10 en moyenne, et quand on regarde la répartition à l'intérieur, on a 45% des gens qui notent de 1 à 4. C'est une note catastrophique. Alors ça, c'est vraiment embêtant, et c'est évidemment encore plus fort chez les produits PAC ou de l'édition, comme on a pu le voir, parce que c'est peut-être eux qui sont aussi les plus exposés à la discussion sur les tarifs. Mais on a là un niveau de notation qui est vraiment très préoccupant et qui est en dégradation. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que
tout le monde y est exposé, c'est un phénomène universel, avoir des mauvais briefs, et que les freelances y sont encore plus exposés. Alors, d'où ça vient? Est-ce que c'est un signe de pourquoi les freelances plus que les autres? Est-ce que c'est un signe de précarité? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de difficultés, vu qu'ils sont sur des relations courtes, à faire valoir une méthode, un savoir-faire, une manière de faire? Est-ce qu'ils ont moins de capacité de négociation parce qu'ils sont un parmi des centaines? Est-ce que c'est parce qu'une grande partie d'entre eux est relativement junior? On ne sait pas. Ce sont des hypothèses. En tout cas, c'est assez frappant de voir que déjà globalement c'est pas terrible, mais que sur les freelances c'est encore plus dégradé. Ce qu'on observe, c'est que 71% des agences et 80% des freelances donnent des notes mauvaises aux briefs reçus. Pas des notes moyennes, des notes vraiment mauvaises. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a probablement un effort à fournir de la part des agences, bien entendu, pour expliquer ce que c'est qu'un bon brief et amener leurs partenaires à progresser en la matière. Mais là, clairement aussi, de la part des annonceurs. Parce que une partie de leurs équipes sont un peu juniors et ne savent pas forcément toujours structurer des briefs. Parce que il y a ce rapport à la stratégie qu'on a évoqué, où quand on fait beaucoup de stratégie en interne, ce n'est peut-être pas la bonne stratégie pour faire de la publicité et de la communication. C'est peut-être de la très bonne stratégie marketing, mais peut-être pas communication. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Peut-être également à voir comment on passe du marketing à la communication, puisque n'oublions pas que ça n'est pas les mêmes métiers et que la plupart des gens qui font appel à des agences ont quand même plutôt une formation communication, marketing, pardon, même si leur métier est de la communication. Et puis peut-être, c'est lié à la charge de travail. En fait, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, les annonceurs sont 90% trop chargés dans leur quotidien. Ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un brief dans 2 mois, mais qu'en attendant, on a à livrer les PLV pour le magasin de Portet, qu'on a en même temps à faire la présentation pour le réseau de vente, qu'on a une brochure à faire pour le salon de Montpellier, objectivement, le brief de dans 2 mois, on se dit je verrai ça après. Et voir ça après, ça veut dire pas prendre le temps nécessairement, parce qu'on l'a pas, d'aller enquêter en interne sur ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet, sur les enjeux du brief. C'est pas nécessairement prendre le temps non plus de valider correctement le brief auprès de ceux qui jugeront du projet créatif ultérieurement. Et c'est probablement, du coup, en fait, envoyer des briefs de flux sans nécessairement tout le travail d'analyse, de réflexion qui serait utile. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très lié à ce qu'on avait pu observer par ailleurs.